Bon les gars, est-ce que vous vous rappelez de ça? Et puis j'ai voulu vous proposer un livre par catégorie, sachant que je suis ambitieuse mais pas au point de me dire que je vais lire tout ça. Oui, et ben j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis l'ambition même, parce que ce mois-ci, j'ai lu 26 livres. Et ouais. Donc, tout d'abord, bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'octobre, et donc le bilan lecture de mon challenge littéraire que j'ai organisé sur Bookstar, La Bouchée du Roi. Donc, si vous n'avez pas suivi, toutes les vidéos sont déjà dispo sur ma chaîne pour la présentation du challenge et la présentation de ma palle. Alors, je pense qu'à l'avenir, maintenant je vais faire des updates de mi-mois. Genre là en novembre, je vous ferai une vidéo sur les lectures du début de mois, et le bilan du mois du coup sera plus restreint parce que là la vidéo va être interminable, ça va être horrible. Je suis désolée d'avance, n'hésitez pas à mettre en x2 voire plus. Parce que voilà, le problème c'est que lire 26 livres c'est bien, ma palle descend, mais ça se trouve il y a des choses que je vais oublier de dire parce que je les ai lues il y a longtemps. Donc je pense qu'à l'avenir, voilà, je ferai une vidéo de moitié de mois et où je détaillerai des avis et où je pourrai passer plus rapidement sur ces livres dans le bilan de fin de mois, et je m'attarderai sur ceux que je ne vous aurais pas déjà présentés. Sur ce, donc 26 livres, je vais pas vous les présenter dans l'ordre où je les ai lus parce que je ne m'en rappelle pas, mais je vais vous les présenter du coup dans l'ordre du menu de La Bouchée du Roi, donc mise en bouche, entrée, plat, dessert, etc. Alors préparez-vous, sortez le thé parce que là, alors il y a des coups de cœur, mais alors il y en a d'autres. Ça va critiquer, voilà, je le dis, on va critiquer si on n'a pas de langue de bois. Donc c'est parti, on commence dans le vif du sujet parce que pour ma mise en bouche, je devais lire un livre de poche et j'ai lu De bons présages. Si j'arrive à faire un insert, je vous mettrai un aperçu de l'update que j'avais fait en story Bookstar, où j'étais un petit peu déboussolée, déroutée par ma lecture. Je me suis fourvoyée. Je vous jure, je vais pas dire que c'est nul, mais en fait c'est comme si on avait pris des phrases, on les a assemblées et ça veut rien dire. Genre, je comprends pas ce que je lis, je sais pas ce que je lis, je sais pas pourquoi je lis. Les 142 premières pages étaient trop bien, mais là, tout ce que je lis, ça n'a pas de rapport entre eux. Genre vraiment. Et bah après un mois, mon avis n'a toujours pas changé, je suis toujours déroutée par cette lecture. Ce livre est un ovni. Vraiment, je suis pas de marbre parce que j'ai quand même bien aimé, mais c'est la forme du récit qui m'a perturbée. Alors, si le cadrage a bougé, je suis désolée, j'ai mis un coup dans la chaise vu que j'ai pas de trépied, donc le téléphone s'est carapaté. Bref, je disais, donc dans ce livre vous avez fait le résumé, je vais faire des résumés concis, hein. Si vous voulez le détail, vous avez la liste des livres en barre d'infos, et sinon j'avais fait des résumés dans ma vidéo pâle. Voilà, donc là on a l'Apocalypse qui va avoir lieu le samedi, l'histoire commence le lundi, donc ça se déroule sur une semaine. Et Rampa et Aziraphale, qui sont un ange et un démon, étaient chargés d'élever l'antéchrist pour qu'il soit prêt le moment venu. Il s'avère qu'ils n'ont pas élevé le bon gamin parce qu'à la maternité il y avait un échange, un quiproquo, bref. Donc on les suit pour réparer leur erreur, sauf que, alors comme je dis dans ma story, les 142 premières pages étaient super, vraiment j'étais à fond dedans, il y avait beaucoup d'humour, je m'attendais à ça. Mais alors après on part en cacahuète. On part en cacahuète, c'est-à-dire qu'on n'a pas... en fait on a des petits passages qui sont mis les uns au bout des autres. Genre vous avez un passage sur un personnage, vous avez un saut de ligne, un passage avec un autre personnage, et des fois les personnages ils sortent de nulle part, ils apparaissent une fois, voilà, ils apparaissent deux fois, mais déjà on sait pas à quoi ils ressemblent parce qu'il n'y a pas de description. Leur façon de parler, des fois elle est très bizarre. Il se passe des choses et à la fois il se passe rien. Et c'est très confus. J'avais l'impression de lire des choses mis bout à bout, mais qu'il n'y avait pas de connecteur logique ensemble. Et les réactions parfois des personnages sont très bizarres. Bon, après l'antéchrist a 11 ans, je crois, enfin une dizaine d'années, donc après qu'il ait des réactions d'enfant, je peux comprendre. Mais à part ça, je m'attendais à voir davantage les deux personnages, Aziraphale et Rampa, en tant que personnages principaux, et en fait pas du tout. Et
Les passages qui m'ont davantage plu, c'est ceux où ils apparaissent. Et autant vous dire que c'était pas beaucoup. En gros, il y a eu 142 pages où je me suis éclatée. Après, il y a eu un gros vide. Il y a une centaine de pages où c'était bien. Et après, re-essoufflé. En fait, c'est que quand j'étais dedans, ça passait du coq à l'âne et paf, ça me coupait dans l'action. Et en fait, j'arrivais jamais à me remettre totalement dedans parce que dès que je commençais à être prise, on me stoppait. On me disait... Et du coup, bah, bizarre. Pareil, il y a des ovnis, il y a des Tibétains qui sortent du sol. Alors, je pense que c'est voulu que ce soit aussi barré. Parce que d'après ce que j'ai vu, les gens qui ont vu la série disent que c'est aussi barré. J'ai pas encore vu la série, je la verrai. Je pense qu'elle peut davantage me plaire. Mais en tout cas, le livre, je pense que c'est fait exprès. Après, j'ai pas lu les deux auteurs séparément, donc je sais pas si c'est vraiment leur style d'écriture ou si c'est propre à ce bouquin. Mais c'était très déroutant. La fin, j'ai refermé, j'étais tout ça pour ça. Genre, il se passe un truc et puis là on est là. Non, en fait, j'ai pas envie que ça se passe comme ça, on annule. D'accord. Donc, tu veux dire que là j'ai enduré 400 pages pour qu'en 4 lignes, finito pipo. Bon, donc bref, pas mémorable. J'ai dû mettre la moyenne, je crois, 2 ou 2,5 sur 5. Donc voilà, peut-être qu'un jour j'essaierai les... Ah oui, bah oui, parce que là, spoiler alerte, vous voyez ce livre qui est à la fin là? Ben je l'ai aussi, figurez-vous. Et figurez-vous que évidemment en librairie, je l'avais aussi survendu. Donc bon, c'est Neil Gaiman tout seul. Donc écoutez, je verrai si c'était propre à ce livre, les choses qui m'ont un peu perturbée, ou si c'est le style d'écriture de l'auteur. Et à ce moment-là, malheureusement, je pense que ça ne marchera pas entre nous. Donc voilà pour ce premier livre. Ensuite, donc on passe aux entrées où on avait 3 plats possibles, donc 3 catégories. Un premier tome de série, un livre avec un sujet léger feel good et un livre acheté récemment. Autant vous dire que là, les entrées, c'était un sans faute. J'ai d'abord lu... Enfin non, j'ai pas d'abord lu en fait. Enfin, pour le premier tome de série, j'ai lu le tome 1 de Trône de Cendre, publié chez Rifka. Donc où on retrouvait Tesla qui, suite au déshonneur de sa famille, se retrouvait un peu en bas de la classe sociale, enfin de la hiérarchie. Et pour survivre, du coup, elle devait faire des combats de robots clandestins. Et puis, elle avait son petit boulot, etc. Jusqu'au jour où un petit personnage, le prince, je pense pas que c'est un spoiler parce que c'est dit dans le résumé, lui demande de l'aide en fait. Et elle, du coup, va accepter, même si elle la met dans une position délicate. Enfin bref. Et j'ai trouvé ça très bon. C'est un huis clos parce que ça se passe sur une station spatiale. Ça m'a un peu fait penser à The 100 dans la forme, vous voyez, le post-apocalyptique, la dystopie, en mieux, parce que de toute façon, les sons, c'est nul. Les livres sont mauvais de chez mauvais. Voilà, on a dit 100 langues de bois aujourd'hui, donc je vous le dis. Épargnez-vous ça. J'ai trouvé que c'était très dynamique pour un huis clos. C'est ce que j'attendais, de la tension, des rebondissements, des révélations. J'ai été surprise par certaines choses, donc il y a des choses, on les voit venir, d'autres moins. Après, j'ai trouvé que c'était très bien ficelé. Les personnages sont très cool. On a un trope fond familier un peu sur une certaine dimension. Le personnage de Tesla est très sympa. Elle n'est pas rendue bébête par le protagoniste masculin, parce que nous avons une romance qui, ma foi, est un peu rapide, mais contrairement à vous allez voir d'autres livres, ça m'a pas dérangé. C'était très bien. Après, le soufflet est retombé parce que il n'y a pas de suite. Donc c'est pour ça, je vais pas m'étaler, mais il n'y a pas de suite. Genre, c'est pas qu'il n'y a pas de suite traduite, c'est qu'il n'y a pas de suite décrite. En faisant mes recherches, je trouvais pas. Et je me suis dit, c'est bizarre. Donc, que ce soit sur les sites anglophones ou autres, je ne trouvais pas de réponse. J'ai été demander à la maison d'édition qui m'ont confirmé que l'auteur n'avait jamais écrit de suite. Donc Madame Pierce, c'est pas très sympathique de nous laisser sur ça. Après, vous pouvez lire parce que vous aurez juste une fin ouverte, voilà, bien sûr, parce que c'est quand même très bon. Mais voilà, du coup, on n'a pas de fin. Je sais pas si c'est une duologie prévue ou une trilogie, mais dans tous les cas, c'est très triste parce que je me suis vraiment attachée à tout ça. Et d'habitude, quand je fais mes recherches avant de débuter ma lecture, quand je me rends compte qu'il y a un micmac un peu comme ça de Dupree, je me débarrasse du livre parce que je veux pas m'emballer pour rien. Malheureusement pour celle-là, c'est fait. Après, comme pour le dernier royaume, il y a le 6 n'a jamais été traduit, donc bon, on verra. Mais ça, c'est un truc comment ça, les auteurs, vous n'avez pas les suites?
Déjà, les maisons d'édition, quand vous êtes là, vous publiez des tomes et puis vous publiez jamais le dernier. Business is business, ok, mais pensez aux gens qui attendent au moins des fins, enfin, je sais pas, réfléchissez. Mais alors, les auteurs qui écrivent pas les suites, ça, c'est la première fois que je tombe dessus, quoi. Donc, bon, très bonne lecture, mais bah, pas de fin, quoi. Donc, bon. Ensuite, le premier coup de cœur de cette vidéo, qui n'est autre que pour le livre que j'avais acheté récemment et qui est le premier tome de L'Engrangetant de Nell Pfeiffer. Et là, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré de A à Z tout ce que j'ai lu. Sur Bookstage, j'ai vu des avis passés qui disaient que c'était très jeunesse, qu'il y avait des choix de scénarios faciles, que c'était pas très complexe. Mais j'ai envie de vous dire, c'est la fantasy jeunesse, donc c'est normal. C'est adapté au public que ça vise. Pour en avoir vaguement parlé avec l'auteur, c'est ce qu'elle recherchait. Donc pour moi, c'est un sans faute. Donc, on retrouve Sophie qui est horlogère et qui s'occupe des oranimas du palais. Donc les oranimas, ce sont en gros des horloges de surveillance, vous voyez comme les caméras tournantes, là c'est des horloges. Et un beau jour, dans sa petite boutique, l'un des membres de la famille royale vient la voir avec un engrangetant qui est un objet magique, interdit, qui permet de voyager dans le temps. Et donc il veut qu'elle le répare pour qu'il puisse voyager dans le temps. Et au début elle est un peu réticente, mais elle voit l'opportunité, elle, de pouvoir aussi voyager dans le temps en l'accompagnant et de revoir son père qui est au moment de l'histoire décédé, donc elle pourrait le revoir vivant. Donc voilà, j'ai trouvé ça très bon, j'ai trouvé ça très dynamique, très rythmé. J'ai trouvé que c'était très novateur comme histoire, comme univers. Je trouve que c'était très doux, très poétique comme écriture, c'est très envoûtant, on est très vite immergé. Pour ce qui est du contexte, il est très bien expliqué, j'ai pas été perdue sous les informations, ce qui peut des fois arriver avec la fantasy. Les personnages j'ai beaucoup aimé Sophie qui n'est pas bébête. Elle fait les choix qu'elle fait, parfois bon, parfois pas bon, mais elle ne s'apitoie pas sur son sort, elle ne pleurniche pas, elle est quand même très déterminée. Pour moi ça a fonctionné, la romance pareil, j'ai même été frustrée pour vous dire parce que j'en voulais plus, parce que j'ai vraiment accroché au Love Interest et à sa relation avec Sophie. Ça prend pas le pas sur l'intrigue en plus, donc c'était très bien dosé. Le livre m'a d'ailleurs fait penser dans un registre plus ado, adulte, à La couleur du mensonge publié chez Lumen, parce qu'il y a un moment, surtout un passage, j'ai lu et je me suis fait duper de A à Z et je me suis dit mais j'ai vraiment ressenti la même chose dans La couleur du mensonge à l'époque où je l'avais lu et j'étais à deux doigts, vous savez, de recommencer le livre pour voir les indices que j'avais loupés en mode c'est évident. Et du coup j'ai été contente de retrouver cette sensation. Et c'est un très bon premier tome que je vous recommande chaudement, genre à Noël si vous ne savez pas quoi offrir à des jeunes dès 13 ans. Je pense que ça fait grave le taf. Donc voilà pour ça, c'était le premier coup de cœur. Et on passe dans un tout autre registre un deuxième coup de cœur, mais cette fois aussi avec la romance Badash. C'est cliché, on va pas se mentir. Ashley, elle est in love de la superstar du lycée. Elle est pas populaire, elle est avec ses copines et un gars populaire qui est le meilleur pote de la star va venir lui proposer un marché pour qu'elle se fasse remarquer de son crush. Et voilà quoi, un teenage movie des années 2010, Disney Movie ou une série américaine, Journal d'une princesse, enfin vous voyez le truc. On sait ce qui va arriver et encore, quoique il y a des choses surprenantes auxquelles je ne m'attendais pas, notamment la fin. Pocket Jeunesse traduisez vite là parce que no hablo espagnol muy bien y ni de la suite. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai trouvé ça très dynamique. C'est un livre qui se lit, en fait il se passe tout le temps quelque chose dans ces histoires là, donc forcément ça se lit tout seul. C'est léger, c'est drôle. On a envie de savoir, en plus c'est des chapitres courts, donc les pages elles se tournent à une vitesse. J'ai bien aimé Ashley parce que oui ok elle est dingue de son crush, mais à côté de ça elle est quand même très terre à terre, elle a les pieds sur terre, elle arrive à penser aux autres, contrairement à des fois où voilà. C'est le seul truc que je dirais qui m'a un peu chagrinée, c'est que je trouve qu'on voyait pas assez ses copines. Parce qu'on est très centré sur Ashley et Cameron, parce que Cameron, le meilleur ami qui propose le marché, du coup, qui la met dans cette panade. Voilà, on est centré vachement souvent plus sur eux deux.
Mais ma foi, ça a marché. Et puis ouais, la fin n'est pas celle à laquelle je m'attendais. Donc je comprends les gens sur Booksa qui disaient que le cliffhanger de fin était, ma foi, grain. Vous voyez, genre, il nous laisse sur le cul, quoi, parce que bah c'est pas ce à quoi on s'attend. Donc voilà. Donc bourré de clichés, mais ça fonctionne, c'est bien écrit. Si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez une romance sympa, allez-y, il n'y a pas de smut, donc dès 14 ans ça passe, on apprécie fortement. Ensuite, un autre coup de cœur, non mais, vous allez voir que le souffle va vite redescendre parce que je vous prépare des pépites de critiques. Enfin bref, si vous avez vu ma vidéo pâle, il y avait ce fameux livre dans les plats, donc, qui devait mettre en scène des créatures surnaturelles, peu importe la créature, et j'avais présenté ce fameux livre, qui est le premier tome de l'Empire du Vampire de J. Christophe. Et j'avais dit que si j'étais déçue, j'allais péter mon crâne. Est-ce que j'ai été déçue? Bien sûr que non, parce que c'est une masterclass. C'est une masterclass de la fantasy comme j'en ai rarement vu. Alors 950 pages, hein. Là clairement, faut s'accrocher, mais ça se lit tout seul. Genre en 5 jours je l'avais plié, et encore c'est parce que je lisais d'autres bouquins. Donc voilà, mais... Alors, déjà, le petit disclaimer, je crois qu'il y a des polémiques sur J. Christophe, sur la personne qu'il est, ou sur ses pensées, sur certaines choses, ses positions. Je ne vais pas me mettre dans le débat, comme le débat Jennifer Armentrout, Sarah Gilmas et tout, parce que j'ai pas assez d'éléments pour me positionner. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que dans ce bouquin, j'ai pas ressenti quoi que ce soit. Genre, je sais pas s'il est défini comme homophobe ou raciste ou sexiste ou que sais-je. Moi, j'ai pas trouvé de choses gênantes dans ce bouquin. Moi, je pars du principe que je détache l'œuvre de l'auteur tant que je n'ai pas de preuves concrètes. C'est-à-dire que il peut, là-dedans, il y a un personnage, il y a des personnages homophobes. Enfin voilà, je pars du principe que c'est pas ce que l'auteur pense parce que c'est dans son histoire. Si ça s'y prête au contexte d'avoir un personnage raciste ou homophobe, c'est entre guillemets normal. Voilà. Si demain on me montre un texte ou une vidéo de J. Christophe qui dit les homosexuels, faut les soigner, ok. Mais voilà, pour moi, tant qu'il n'y a pas de... Si les gens s'appuient sur un récit écrit pour dire tel auteur ou tel auteur est pas bon, moi, non, ça marche pas avec moi. Ici, tout colle au contexte, il n'y a rien qui m'a choqué. Le seul truc moi qui m'aurait dérangé c'est la vulgarité, mais après ça colle à l'histoire. Mais moi juste des fois, les trucs je suis là en mode t'es pas obligé de... Genre oui, sors petit merdeux, sors la bite de ton cul, enfin tu vois, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est des trucs où t'es là genre... Mais après ça colle au personnage, donc bon ça en soi on s'en fout. Bref, tout ça pour dire que j'avais peur de la forme du récit parce que on m'avait dit que c'était un dialogue pas à sens unique, mais genre que ça a été comparé à Entretien avec un vampire, vous savez, où c'est un mec qui écoute un récit du vampire. Là, c'est cette forme-là. C'est-à-dire que Gabriel De Leon, notre personnage principal, raconte son histoire à... il s'appelle Jean-François, je crois, le vampire. Ce prénom est catastrophique. Donc à Jean-François, et du coup, j'avais peur que ce soit pas dynamique et qu'il n'y ait pas d'action, ou que ça s'essouffle vite parce que le mec il raconte sa vie, mais du coup on n'est pas dans l'action même, on n'est pas dans le présent de l'action, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait pas du tout, c'est découpé en plusieurs livres, et en fait on a des livres qui sont, on va avoir un livre sur la jeunesse de Gabriel, et puis le livre suivant il va être sur les événements les plus récents entre guillemets, donc vous voyez on alterne entre passé et ancien présent, enfin... Et pourtant c'est très bien fait, il n'y a pas de longueur, en 950 pages il n'y a pas de longueur, ça s'essouffle pas, il y a des rebondissements, il y a des révélations, donc il y a des choses pareilles, prévisibles, d'autres non. On n'a pas des vampires, c'est pas Edward Cullen qui brille au soleil, vraiment là c'est des vampires carnassiers, c'est t'as faim, t'as les yeux en sang, tes crocs ils sont un peu dégueux, enfin... C'était une lecture d'Halloween que j'espérais comme ça, et je l'ai lu comme je l'attendais, et c'était même au-dessus de mes attentes parce qu'en fait... Et je pouvais pas ne pas avoir de coup de cœur. Genre, je lisais et je me disais, mais wow, genre, c'est un livre, tu le fermes parce que tu dois faire des pauses, à un moment tu dois dormir. T'as envie d'y retourner. Et je pense que ça, c'est le signe qu'un livre est bon. En plus, comme vous pouvez le voir, on a des illustrations qui sont, ma foi, bon, la luminosité n'est pas de mon côté, mais qui sont très belles, qui appuient le récit. Et j'ai trouvé que ouais, c'était un très bon livre noir. Je sais pas si je peux le dire comme ça, ou horrifique, ou gothique.
façon en littérature tous les termes, mais ça se lit très très vite, ça se lit très bien. J'ai beaucoup aimé. Au début, je pensais que c'était un tome unique et au final, pas du tout. Donc ce qu'il faut dire qu'en 950 pages, c'est que tout tient et que ça s'essouffle pas. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on nous réserve dans le tome 2 parce que je crois qu'il est aussi gros. Donc j'ai hâte de voir trop bien. La seule chose, le bémol, parce qu'il y a un bémol, j'en avais parlé sur le Discord avec les filles de la lecture commune, parce qu'au début je faisais une lecture commune, puis après c'est parti en cacahuète parce que je voulais le finir le 31 octobre. Et c'est que au début du bouquin, on nous dit qu'un vampire, homme, peut enfanter avec une femme humaine. En revanche, si on sait qu'il y a des vampires femmes, on ne nous dit pas si les femmes vampires peuvent enfanter avec un homme humain. Et comme c'était au début du livre, je me suis dit, bon, je vais laisser passer. Et en refermant le livre, je vous avoue que j'ai pas la réponse à cette question, ou alors je l'ai loupée. Et c'est ce qui m'a un peu déroutée. Mais en tout cas, si vous cherchez une fantaisie bien écrite, qui vous tient en haleine autour du mythe du vampire, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est, on peut le dire, ce qui se fait de meilleur. Voilà, c'est concis, c'était un coup de cœur et maintenant j'attends le tome 2 avec impatience. Voilà pour ça. Le deuxième plat possible, c'était un polar ou un thriller. Alors là, j'ai pas de coup de cœur, mais c'était une valeur sûre, donc je savais que j'allais aimer. Alors attendez, je me mets avec un cheveu. J'ai lu le tome 4 d'Agatha Raisin. Alors, en fait, déjà, le tome 3, je l'avais adoré. Je pense que c'est mon préféré jusque-là. Et du coup, comme j'avais vraiment beaucoup rigolé, limite vraiment pleuré de rire, c'est qu'il a mis la barre haute et du coup, celui-là, il m'a paru un peu plus fade. L'intrigue de celui-ci n'est pas celle qui m'a le plus convaincue jusque-là. Même les personnages n'étaient pas très attachants. Après, j'ai quand même bien apprécié. Et la fin. La fin, elle m'a laissé genre, j'étais là, quoi? Genre vraiment? Genre, hein? Et du coup, bah, j'ai hâte de lire le 5 parce que ça va tourner autour de ce qui se passe à la fin. Et je sais pas si j'apprécie ou si je trouve que ça a été trop rapide ou... C'était inattendu. Je m'attendais pas à ça dès le tome 4 en fait. Et donc, bah, ma foi, j'attends de voir. J'aime toujours autant Agatha Raisin, je trouve que c'est vraiment un personnage très cool. Et c'est bien quinquagénaire, j'ai vérifié depuis la vidéo PAL. Mais voilà, moi de toute façon, les cottages anglais et puis les commérages et les ragots, c'est mon truc. Donc autant vous dire que ça ne pouvait que fonctionner avec moi. Donc voilà, je pense lire le tome 5 et le tome 6 ce mois-ci. Donc affaire à suivre si mon avis reste linéaire. Pour ce qui était du dernier plat possible, c'était un roman graphique ou une BD ou un manga. Voilà, il fallait qu'il y ait des illustrations. Je vous avais dit que j'avais les tomes 4, 5, 6 de Moriarty. Donc je voulais lire au moins le 4. Bon, après avec un manga, ça va toujours plus vite. Et pour me remettre dans le bain, j'avais décidé de relire les 3 premiers. Il s'est avéré que en relisant les 1 et 2, ben, je me suis rendu compte que j'avais jamais lu le 3 en fait. Donc du coup j'ai lu les 3, 4, 5, 6 et j'aime toujours. Donc pour moi c'est une série de mangas qui est super. Si vous voulez quelque chose de un peu policier, enquête, action, en plus c'est dans l'univers de Sherlock Holmes, donc il y a des libertés, attention de prise. Je préfère le préciser parce que si vous êtes des puristes et que vous attendez à voir le chien de Baskerville illustré, c'est pas ça. Voilà, je préfère prévenir. Après, public averti, donc pas avant 14-15 ans quand même, parce qu'il y a un peu de sang. Pour résumer rapido, 2 frères orphelins qui seront adoptés par les Moriarty. Albert va prendre les 2 jeunes sous son aile, c'est l'aîné des Moriarty, qui est très altruiste, qui a beaucoup d'ambition. La hiérarchie sociale de son pays ne lui convient pas, donc il voudrait remodeler ça. Et on les suit, on a souvent une alternance entre présent et flashback, donc pour pouvoir restituer ce qui s'est passé. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la relation entre les 3 frères. J'avais peur qu'on squeeze un peu ça dans chaque tome, mais en fait non, c'est vraiment au centre. Que dire d'autre? Le personnage de Sherlock Holmes apparaît à partir du tome 2. Vous le voyez sur la couverture, beau gosse, même si je préfère Moriarty. Et du coup, voilà, on a quand même... je crois que c'est le 3 ou le 4 qui est quand même très centré sur Sherlock Holmes, donc avec une enquête et tout. Je trouve ça très chouette qu'on ne soit pas juste sur les Moriarty. Après, je crois que c'est dans le tome 6, je vais vérifier, mais il me semble... Attendez, je me suis perdue. Et il y a trop de pages, et les pages bonus. Et ouais, la fin du tome 6...
Je suis dubitative par le dénouement, donc je suis très curieuse de voir la suite. Voilà. Après, je vous le conseille. J'allais dire je suis à jour, c'est faux parce qu'il y en a 16 ou 18 de sortie et bon, voilà, on a encore de la marge. Mais c'est très cool. Donc ça, c'était pas un coup de cœur, mais j'ai passé un très bon après-midi à tout relire et à découvrir la suite. Alors, ensuite, on passe au fromage, le fameux Kazou Marzou. Une relique de ma palle, donc il a depuis plus de 2 ans. Et pour la petite anecdote, c'est que j'avais pas du tout prévu de lire le livre. Vraiment, je suis arrivée au 26 octobre et il me restait genre 4 ou 5 livres dans ma palle. Et comme je venais de commencer l'Empire du Vampire et que c'est quand même un gros parpaing, je m'étais dit, tant pis, il y en a 4, je les lis pas, c'est pas grave, on a toute la vie pour lire des livres. Je me concentre sur l'Empire du Vampire et mon autre livre que j'avais gardé pour la semaine Halloween. Au final, je me suis dit quoi? Non. J'ai eu un regain d'énergie, j'ai dit vas-y, je lis tous les livres en même temps. Donc si vous avez suivi sur Instagram, j'étais là à vous faire des updates que je lisais 4 livres en même temps. Et j'ai réussi. Donc ce qui nous amène au fait que j'ai lu le tome 2 du Secret de l'Inventeur de André Kramer. Et ma foi, je remercie la fille qui tient le blog Summary's Books, c'est la même chose sur Insta, qui propose des résumés spoilants. Ça, vraiment, c'est son blog, c'est l'invention du siècle, c'est l'idée du siècle, vraiment, je crie au génie. Et j'y vais régulièrement pour me remettre dans le bain de certains tomes. Et je suis allée un peu sans grande conviction sur son blog pour cette série, en me disant, elle n'est pas connue, donc il y a une chance sur 14 qu'elle ait résumé le tome 1. Et en fait, elle a résumé le tome 1 et même le 2, je crois. Donc j'étais refaite, j'ai relu le résumé spoilant du tome 1, je me suis remise dedans. Et ça m'a vraiment aidé à reprendre cette lecture après des années, cette série, avec moins d'appréhension que si j'avais tout oublié. Donc on a retrouvé Charlotte. J'aime toujours autant Charlotte comme personnage, même les gens qui gravitent autour d'elle. Cependant, le truc qui m'a chagriné, c'est que j'ai l'impression de moins retrouver l'univers steampunk dans celui-là. Moins de, vous savez, de petits gadgets et tout, même dans les tenues, etc. Et le truc qui m'a chagriné, c'est que le titre c'est l'énigme du magicien et je sais pas trouvé le rapport. Je l'ai trouvé, je dirais, à peu près ici, vous voyez. Donc vraiment vers la fin, et encore, c'est parce que j'ai fait une déduction, mais je trouvais que ça corrèle pas trop ensemble. Mais en soi, on les retrouve du coup directement, quasiment après la fin du tome 1. Je lirai le dernier tome, parce que là j'ai quand même, après ma mésaventure du trône de sang, j'ai été vérifier que c'était bien une trilogie et qu'il n'y avait pas des tomes perdus quelque part que je n'aurais jamais. C'est bien une trilogie, donc j'ai hâte de voir la conclusion de cette histoire, parce que là je vois pas trop où on nous mène. Donc voilà. Mais c'était une bonne lecture, ma foi. J'ai passé un bon moment. Nous passons au dessert. Donc pareil, toujours 3 catégories. On avait une romance avec nos ou notre trope préférée. Il y avait un livre avec de la nourriture sur la couverture et le fameux livre qui se passe en automne. Je vous spoil, j'ai toujours pas trouvé de livre qui correspond à cette catégorie, donc il y en aura pas. Pour ce qui est de la romance, Région C de chez J'ai lu. Le tome 2 des Rebelles d'Oxford, je vous ai présenté le premier tome, oui, le mois dernier. Je sais pas si j'avais fait une vidéo à cette époque. Non, trop. Bref, en tout cas, c'est des hommes compagnons, donc ça peut se lire indépendamment. Ici, on retrouve le personnage de Lady Lucinda, donc, qui est à la tête du mouvement des suffragettes de Londres. Elle se voit ici l'opportunité de reprendre une maison d'édition et pour elle, ça va être le moyen de faire passer ses messages pour défendre ses droits et le droit des femmes en soum-soum dans les journaux. Sauf que, problème, elle a 50% des parts et les 50 autres pourcents des parts sont à Lord Valentine qui est son ennemi depuis toujours. Pour le coup, vraiment, c'est l'ennemi depuis leur dizaine d'années, quoi. Donc il n'arrive pas comme un sous à la soupe, ils se connaissent. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il avait un ton un peu plus sérieux que le premier, mais toujours de l'humour. La romance, le Enemies to Lover est très bien fait, la petite tension, la chorus pécho, on est derrière eux, vous voyez. Après, je pense quand même que j'ai peut-être préféré le premier, quand même, parce que je trouvais que les deux protagonistes étaient plus libres, enfin plus détendus peut-être. Et ce que j'avais peur avec des tomes compagnons, c'était qu'on ait des mentions
des personnages du tome 1, mais sans plus. Et en fait, ils ont quand même leur importance dans ce tome-là, et leur présence, et ils prennent part à l'intrigue, donc j'ai trouvé ça très cool d'avoir cette façon de voir. Après, j'ai encore vu le couple que j'ai vu dans le 1, que j'espère avoir une romance dessus quand ce sera le personnage concerné, même si je sais que non. C'est pas grave, je vais m'y faire. C'est ça, de miser sur le mauvais cheval. Hein. Mais voilà, j'ai hâte de me procurer le tome 3 à un moment. Là, je sais qu'en novembre, j'ai précommandé un autre agency qui a l'air très cool, donc d'une autre auteure. Donc j'ai hâte de continuer à découvrir de super romances. Voilà pour ça. Ensuite, donc le livre qui avait de la nourriture sur la couverture, It's a coup de cœur again. Et oui, pour La Fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes. Alors, on est sur du jeunesse, très jeunesse, hein, dès 9 ans, c'est écrit, c'est vrai. Pareil sur un Bookstar. Oui, c'est un peu facile, ils auraient pu un peu complexifier l'intrigue pour la faire durer plus longtemps. Ouais, mais non, parce que là on vise un public de 9 ans. Un gamin à 9 ans, il a pas envie de se prendre la tête en fait. Donc moi j'ai trouvé ça très juste. Felicity Fox, donc c'est une petite gamine qui a des oreilles de renard et qui s'est fait abandonner par ses parents devant un cirque, et depuis elle vit dans ce cirque, sauf qu'elle vit dans une cage exposée comme une bête de foire. Donc vraiment comme on pouvait exposer des personnes handicapées ou de couleur à l'époque. Ça ne fait rire personne. Eux ça les fait rire, nous ça nous fait pas rire. Et du coup donc, elle vit sa petite vie de miséreuse, elle est maltraitée parce que c'est monsieur Zapata, monsieur Cirque là, ils ont un nom. Bref, j'aime pas les cirques de toute façon, donc bref. Et un jour, un corbeau qui parle arrive sur sa cage et lui dit je peux te faire sortir, j'ai quelque chose à te proposer. Donc elle, de toute façon, elle va se dire que ce qu'il y a dehors la cage, ça peut pas être pire que ce qu'il y a dedans. Donc elle le suit et pendant sa fuite, elle tombe sur Maître Chantepleur qui lui dit ton problème c'est tes oreilles, je peux t'en débarrasser et comme ça ta vie pourra être mieux, forcément en échange de quelque chose. Et du coup, bah, elle se dit ok, c'est mes oreilles le problème, c'est vrai que si je les ai plus, je peux peut-être mieux m'intégrer à la société, trouver une famille, des amis, etc. Spoiler alerte, évidemment c'est un piège. Mais bon, elle est naïve, elle accepte, après c'est une enfant, moi ça m'a pas dérangé. Et du coup, elle retrouve Maître Corbeau après cette malencontreuse entrevue. Et elle lui explique dans les grandes lignes, et lui dit on panique pas, nanana. Il l'emmène à la merveilleuse boutique sur pattes, donc qui est un salon de thé ambulant, tenu par une sorcière, qui va se charger de recueillir Felicity, de lui apprendre à faire du thé, la magie, etc. Et tout ça en parallèle en essayant de trouver une solution pour éviter de mourir, parce qu'évidemment c'est sa vie qu'elle a donnée en échange de ses oreilles. Donc écoutez, ma foi, j'ai trouvé ça très bien, j'ai trouvé que c'était très rythmé, c'était très mignon, c'est un peu, pour moi c'est une cosy fantasy, vous voyez, vous avez Légende et Laté pour les adultes ados, et vous avez Felicity Fox, enfin non, La Fille Renard, parce que Felicity Fox c'est le nom VO de la série, et j'ai trouvé que c'était très chouette, ça se lit très vite. Moi je trouve qu'il y avait du rythme, oui forcément il y a des révélations qui sont prévisibles, qu'on va venir, on s'en doute rapidement, mais j'ai envie de vous dire, moi je lis ça avec mon œil dans la vingtaine. C'est sûr qu'un enfant de 9 ans, il sera 2 fois plus surpris que moi, je pense. Mais voilà, je vous le conseille vraiment, c'était trop mignon, c'était très automnal. J'espère que PKJ traduira la suite parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres tomes. Donc ouais, voilà pour ça. Alors, là, comment vous dire, je dis qu'on allait spill the tea, on va spill the tea. Qui vous a envoyé me vendre ça en mode c'est trop bien? Ouais. Là, je vous regarde là. Les filles, Insta, les gars, tout le monde. On n'a pas lu le même livre, je pense. Parce que du coup, le digestif là, tonton Robert, il veut que tu lises un livre prédit pour être un 5 sur 5 ou un coup de cœur. Moi, on voit tous les retours sur Bookstad, dithyrambique et tout. Je mets ça. Je lis ça. Peut-être je vais encore, comme avec de bons procès, je vais peut-être essayer de caser un extrait de ma story Insta où je suis en pleine lecture et découverte de ce livre. Vraiment, je comprends pas. Déjà, on retrouve donc Brie. Donc on est sur une fantasy, hein. Urban fantasy peut-être parce qu'il y a le monde de notre monde. Je sais pas. La littérature, vos genres, vos sous-genres, vos sous-sous-genres là, on n'en peut plus. Faites un dictionnaire, un Becherel pour qu'on s'en sorte. Parce que, bref. Comment dire? Donc on retrouve Brie, qui a perdu sa maman. Donc elle est endeuillée. Et comme
où elle vit, tout lui rappelle sa mère et ses souvenirs, elle décide de partir. Donc elle a l'opportunité d'intégrer un programme spécialisé à l'université où elle peut entrer en avance malgré son âge. Et du coup elle s'y rend avec sa meilleure amie Alice, et de là elle découvre au détour d'une rue, plutôt d'une forêt, que la magie existe et donc que toutes ses croyances sont remises en question. Et à partir de là, elle va intégrer du coup une société secrète qui va lui donner davantage d'explications et de détails sur ce qui l'entoure, et que les forces maléfiques sont en train de se réveiller, se rebeller, et que ça va barder. Ok, pas de soucis, jusque-là, pas de soucis. Déjà, on a affaire, société secrète, donc un peu Dark Academia, on a affaire à une société secrète qui reprend le mythe du roi Arthur, la légende du roi Arthur. Ça, j'ai trouvé ça assez ingénieux, c'était sympa, même si au niveau du contexte, parfois on nous balance des infos, même aux personnes on leur balance des infos, c'est vas-y, tu prends, t'assimiles, et tu t'adaptes. Expliquez-nous, donnez-nous des détails, enfin je veux dire, tranquille, genre vraiment des fois c'était assez lourd, mais je reconnais que le world building est complexe mais bon, donc j'ai trouvé ça pas mal. Pour ce qui est des personnages, alors déjà le personnage principal, insupportable, 14 sur 10. Vraiment, madame, il n'y a pas à être aussi méprisable. Vraiment, une garce, une peste. Alors, ok, madame, t'as perdu ta maman, t'es en deuil, pas de soucis. C'est légitime, c'est normal. D'ailleurs, je pense, j'ai pas connu ça, je touche du bois. J'ai pas connu le deuil, mais je pense qu'il est très bien représenté. J'ai trouvé ça très bien. Après, ça ne justifie pas que vous soyez vilaine avec tout le monde. Elle est vilaine avec sa meilleure amie, elle est vilaine avec son père, elle est vilaine avec la personne qui va lui servir de psy ou de support psychologique. Alors que les gens sont là pour elle, pour l'aider à se comprendre, à avancer. Ils veulent être présents, il n'y a que de la bienveillance. Et elle est exécrable avec tout le monde, elle envoie pas tout le monde. Et il faut savoir d'ailleurs que sa meilleure amie l'a suivie dans ce programme pour qu'elles soient toutes les deux. Donc la meuf, elle s'en prend plein la gueule, elle n'a rien demandé. Déjà, ça m'a gavé. Ensuite, elle est têtue, mais elle est têtue et bornée. Oh là 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 là, elle ne se remet jamais en question. Et même quand elle se remet en question, faut qu'elle ait raison. Donc à un moment donné, moi je pensais qu'au début, voilà, j'allais la détester et qu'après j'allais bien l'aimer. Et je la tolère dans les dernières pages. Vraiment, elle est vraiment pas cool. Genre ça, j'ai trouvé que beaucoup de mal. Après, pareil, il y a un truc. J'ai trouvé que parfois elle avait peut-être des réaction un peu exagérée sur certaines choses, mais à nouveau un disclaimer, c'est une personnage de couleur noire. C'est une personnage noire, je pense qu'on dit comme ça, je sais pas quel est le terme adéquat d'un blanc envers une personne de couleur, parce que black c'est non, le N-word c'est non, nègre c'est non, donc je pense qu'on dit noir. Communauté, minorité, je sais pas. Donc si vraiment là, dans les minutes à venir, je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à me reprendre, je suis désolée. Mais du coup, elle est noire, donc forcément elle a les cheveux crépus et tout, donc elle fait face à des remarques racistes. Et c'est vrai que moi, de mon point de vue de petite blanche qui n'a jamais connu ça et qui devrait juste rester à sa place et se taire, je peux pas me permettre de dire là t'exagères, c'est bon, il a juste dit que tes cheveux machin. Je vais pas me permettre de dire quoi que ce soit. C'est sans doute l'auteur et pas sans doute, j'ai vérifié, je pense qu'elle est noire, oui. Donc je pense qu'elle a vécu le racisme et qu'elle sait ce qu'elle dit, donc je ne remets pas ça en question. Donc pour ça, voilà, je pense que d'ailleurs le racisme est très bien représenté. Et également l'histoire de la communauté noire, parce que l'histoire se déroule dans un lieu fort pour leur histoire avec un grand H. On a des références à leur culture, des références culturelles, je pense à des événements, et moi en tant que personne lambda qui n'a pas d'influence et dans mon entourage je n'ai pas de personne noire non plus, donc je peux pas me mettre à leur place. Il y a des références à des événements qui je pense ont réellement eu lieu, et du coup si une personne noire lit ce bouquin, il va se retrouver pouvoir s'identifier davantage que moi. Après voilà, ça n'empêche pas que la personnage est exécrable dans son comportement. Mais pour ce qui est de la représentation du deuil et de la culture afro-américaine, pardon, ça on est bon. Ensuite, pour ce qui est des personnages autres qui gravitent autour, Alice s'en prend plein la gueule alors qu'elle a rien demandé, la pauvre. J'espère l'avoir davantage dans le tome 2. Les personnages secondaires, pareil, en fait c'est chiant parce que c'est comme le contexte. On te donne des trucs, mais on te donne pas la suite. Vous voyez, c'est comme si vous montriez à un chien un ours à mâcher et puis vous le rangez.
et puis vous leur montrez de temps en temps, puis vous le rangez. Genre, là par exemple, vous voyez, sur des persos, on sait qu'ils ont un background. Genre, on a des sous-entendus qu'ils ont un passif, ils sont mystérieux, mais on va pas creuser. Donc j'espère vraiment que davantage dans le tome 2, on aura un peu ça. Est-ce que la luminosité est en train de devenir catastrophique? Peut-être. Si c'est ça, je suis désolée, je pense qu'on le voit toujours. Mais c'est la tempête. Enfin bref, tout ça pour dire les personnages, il y en a qui m'ont plu, il y en a qui m'ont exécrable. Et alors, deux autres détails. Non, trois. Premier, la romance. Alors la romance, je crois que quand j'ai fait ma story update, et j'étais à 400 et quelques pages, ça faisait 2 semaines qu'ils se connaissaient, c'était déjà à la vida à la muerte. Wesh. Ça fait 2 semaines que tu te connais, et encore tu te connais, ils ont pas, enfin je sais pas, va boire un café, prends un pain au chocolat, pas une chocolatine, apprenez à vous connaître, non, genre à peine, en fait, le love interest, de toute façon c'est quasiment dans les premiers chapitres, c'est son tuteur, enfin comme elle est dans un programme anticipé, elle a un chaperon qui lui est attribué, et pam, coup de foudre, genre. Ça se fait très vite, ils échangent 3 mots et il est déjà en transe pour elle, genre il est prêt à tout pour elle. Parce qu'avec la société secrète et tout machin, et vas-y, stop. En plus je crois qu'à un moment il y a un triangle amoureux qui se profile. En fait, oui, mais pas avec cette personnage là. Genre elle me saoule, elle est tellement exécrable. Donc ça, ensuite, en parlant des cours, la meuf, elle anticipe un programme anticipé. Elle intègre un programme anticipé, donc hyper select, parce qu'il y a eu des sélections, elle a été choisie sur dossier, etc. Elle ne va jamais en cours. Et quand sa meilleure amie a le malheur de lui faire remarquer, elle l'envoie paître. Madame. Genre, bah non. Enfin, je sais pas, genre, elle va jamais en cours. Et en plus, après, elle se fait engueuler et elle dit non, à son père, non, mais tu peux pas comprendre, je t'expliquerai plus tard. Bah non, tu vas en cours, c'est tout. Après, sinon, tu vas te faire virer et d'être dans le bureau du directeur. Enfin bref, ça c'était pénible. Et dernier truc, oh, on a le syndrome du personnage élu là. Vous voyez, genre Harry Potter. Genre là, stop. Vraiment stop. L'auteur, je sais pas. J'ai 2 hypothèses. Soit elle a voulu se mettre en scène elle-même à travers son personnage principal, donc elle veut booster son ego. Après, c'est tout à son honneur. Je pense que en tant qu'auteur, tout auteur se jette un peu des fleurs à travers ses personnages parce qu'il met du chien et de son histoire. Mais là, bof. En fait, c'est que le truc. C'est le truc de l'élu, vous voyez, genre elle va rater 1 fois, 2 fois et la 3e fois c'est la bonne. Ou alors elle est face à des trucs, donc là elle découvre la magie, etc. Et elle est là, non mais je sais pas, et machin. Et puis elle se jette quand même dans la mêlée et puis elle va, hop, elle se prend un coup d'épée. Et la 2e fois c'est la bonne, elle déglingue tout. Bah non, c'est pas crédible. Donc ça, ouais, ça m'a chagriné vraiment le coup de... C'est trop facile, il y a trop de facilité en mode, vas-y, faut que ça chaîne, clac, 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 je t'amène des solutions, clac, clac, clac. À un moment, c'est ce que j'ai dit sur Insta, il y a des épreuves, je vous dis pas les tenants et les aboutissants, mais il y a des épreuves, et en fait on va avoir l'impression qu'elle galère, mais c'est juste pour faire genre qu'elle galère parce qu'on sait qu'elle va réussir, genre, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était pas le 5 sur 5 et ni le coup de cœur, vraiment on était loin. Je dirais quand même le tome 2 parce que maintenant je suis dedans là, c'est parti, je me dis que de toute façon je peux pas être plus déçue. Mais rendez mon argent Instagram, hein, parce que vraiment là je vous ai fait confiance. 20 €, la bricasse, hein. Vous pouvez le livre sur une note plus positive. C'est pas un coup de cœur. Je crois que j'ai mis 4 ou 4,5 ou 5 sur 5. Non, j'ai mis 4,5 ou 5 sur 5, je ne sais plus. C'est pas un coup de cœur pour un léger détail qui, vous verrez, est insignifiant, mais je chipote parce que je suis une chipoteuse. J'ai lu Enchantment of Ravens de Margaret Anderson qui a écrit Sorcery of Thorns. J'ai tellement plus aimé ce livre que Sorcery of Thorns. Alors qu'en recherchant, j'ai vu que celui-là avait été écrit avant Sorcery of Thorns et Vespertine a été écrit après. Ma foi, je savais que ça avait davantage de chances de me plaire parce que le pitch me bottait plus. Là, on retrouve Isabelle, qui est une artiste peintre, qui peint des portraits, généralement pour des failles, parce que les failles sont jaloux des humains, parce que eux, l'art, que ce soit l'art de la cuisine, l'art de la peinture, l'art de la couture, etc., ils ne maîtrisent pas, donc ils font appel aux humains pour un peu se faire flatter leur ego. Et du coup, un jour, elle peint le portrait de Corneille, qui est le prince de la cour d'automne, enfin le prince d'automne. Et sauf qu'elle va faire un détail sur le dessin qui va pas lui plaire, et lui, tout pas content, il va venir la chercher, lui dire tu viens dans mon pays, tu passes devant le tribunal parce que t'as mis ma réputation à mal. Messieurs, c'est vous qui venez acheter le portrait, et parce qu'il y a un détail qui vous chagrine, vous n'êtes pas content, vous l'emmenez au tribunal.
c'est un peu... c'est un petit peu exagéré cette surréaction. Mais bon, c'est des failles. Ils sont toujours là à surréagir. Donc je savais que le pitch avait des chances de plus me botter et j'ai adoré. J'ai adoré parce que il se passe rien. Il se passe rien. Si, il se passe des choses, mais c'est doux. Pour moi, c'est un peu cozy fantasy. Je le mettrais plus là-dedans parce qu'on n'a pas une grosse intrigue, on n'a pas une grosse action, vous voyez. Une romance ici, parce que la romance est quand même au centre de l'histoire. J'ai trouvé qu'elle était très belle, qu'elle était très... Bah, de toute façon, la plume de Margaret Rogerson, hein, c'était pour la catégorie de la boisson avec alcool où il fallait lire un livre d'un auteur chouchou. Moi, la plume de Margaret Rogerson, c'est un 10 sur 10. Déjà dans Sorcerer of Stone, j'avais trouvé ça très poétique, très envoûtant. Là, voilà. J'ai préféré du coup ce livre parce que la romance était toute douce, bien présente, crédible, un slow burn agréable. Je trouvais qu'il y avait... J'ai trouvé la plume plus détendue que dans Sorcerer of Stone, moins sérieuse. On a plus d'humour dans ce livre-là. D'ailleurs, la personnage principale a assez d'autodérision sur elle-même et tout ça. J'ai beaucoup plus aimé ce côté-là de la plume. Voilà, dans Sorcerer of Stone, l'humour, ça reposait essentiellement sur Silas, le majordome de Nathaniel, vous avez compris. Et là, vraiment, c'est global et j'ai trouvé ça que c'était très léger, c'était un récit vraiment pas prise de tête. Ça se lit très vite et à la fois on le savoure quand même. Voilà, le seul détail qui fait que ça n'a pas été le coup de cœur, c'est que noir sur blanc, on me dit dans le résumé qu'il veut la faire comparaître devant un tribunal. Et je m'attendais vachement à du coup avoir plus d'action sur ce pan-là de l'histoire, elle est au tribunal, elle a un procès, et voilà, vous voyez, genre la défense, machin et tout. Et en fait, pas du tout, c'est évincé comme détail. Et voilà, j'aurais aimé plus de ça, mais en soi, j'ai trouvé ça cohérent et j'ai beaucoup aimé la façon de représenter les failles dans ce livre. J'ai trouvé que ça changeait de tout ce qu'on peut lire sur cette race de créatures. Donc voilà, pour moi, c'était encore un sans faute. J'ai hâte maintenant de découvrir Vespertine. D'après ce que j'en ai vu, il y a beaucoup d'action, il n'y a pas de romance apparemment. Donc écoutez, j'aurais lu les 3 livres de cette autrice et auteur, peu importe. Et j'ai trop. Pour l'instant, j'ai 2 avis différents, donc peut-être j'aurai un 3e avis différent, on verra. Mais je vous le recommande chaudement. Et là, ah, Madre mio. Donc pareil, j'avais gardé 2 livres pour la semaine d'Halloween. J'avais gardé l'Empire du Vampire et le tome 4 de Vampiria, la nouvelle trilogie de l'univers. Oh le calvaire, Madre mio. Est-ce qu'on m'a pranké? Est-ce que... Je vais essayer de mettre du tact, d'être gentille, mais c'est pas bon. Enfin, je peux pas dire que c'est pas bon, mais c'est pas mon Vampiria. Ah, ma maman. Il faut savoir, pour moi, Victor Dixon, c'est un auteur qui passe ou qui casse. Autant, vous voyez, Phobos, j'ai débuté, j'ai pour l'instant laissé à l'abandon, mais j'aime beaucoup, donc je lirai. Vampiria, la première trilogie, j'ai adoré, même si y a des détails de la fin du tome 3 trop chelou. Pourquoi? Ça n'était pas nécessaire. Mais c'était très bon, l'univers. Le mythe du vampire écrit à Versailles, moi je dis oui tous les jours. Par contre, Cogito Extincta, c'est des trucs qui ne m'attirent pas du tout. Genre vraiment, ça me laisse de marbre. Je m'en fous. Vraiment, j'ai pas envie de les lire. Ça me dit rien. Et donc quand j'ai vu que après Vampiria on partait aux Amériques, moi on me dit oui on reprend certains persos que t'as vu là, on les fait traverser l'océan, il va se passer un truc, des desperados, machin, des mercenaires, let's go. Oh la désillusion. Est-ce que c'était le tombeau des immortels ou est-ce que c'était mon tombeau? Parce que là ça a pas du tout. J'ai eu l'impression de dire totalement autre chose. J'ai pas eu l'impression de retrouver l'univers. Alors oui j'ai retrouvé la plume, parce que j'adore Dixon, donc je peux pas dire c'est de la merde, parce que c'est pas vrai, on peut pas dire, de toute façon déjà je suis qui pour dire que c'est de la merde, juste c'est sa plume, ça y a pas de souci. Mais son histoire là, elle tient pas la route, genre vraiment c'est parce que c'est lui, hein. Mais je vous le dis, à 130 pages, un livre d'un autre auteur, je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné parce que, en fait je suis énervée d'être énervée, je suis déçue d'être déçue, vous voyez. J'en attendais tellement, donc on va recadrer, du coup on retrouve des desperados, donc on est aux Amériques. Aux Amériques, ils ont pour habitude d'organiser un bal des débutantes ou des immortels. On sélectionnait 12 ou 13 débutants pour
passer à ce stade d'immortel en fait. Donc autant à Versailles vous avez la gorgée du roi, ici vous avez ce bal des débutants. Et on a trois mercenaires, six mercenaires, 6 personnes lambda qui ont tous une rancœur envers les immortels, qui veulent se venger et qui donc décident de monter une prise d'otage. Donc on est sur un huis clos, on me l'avait dit. Moi pour moi un huis clos c'est comme je vous l'ai dit avec Trône de Cendre, pour moi il faut de la tension, il faut que ce soit haletant, on est dans un laps de temps réduit donc pour moi il faut qu'il se passe plein de choses tout le temps en fait. Là pas du tout, genre vraiment là c'est un vide mais donc du coup ils font, je reprends où j'en étais, ils font leur prise d'otage, donc ils se retrouvent enfermés dans le lieu qui est un espèce de plaza, vous voyez l'hôtel Plaza géant, enfin un gratte-ciel. Et ils se retrouvent enfermés du coup tous les 6 avec les débutants. Et comme toute prise d'otage, comme tout preneur d'otage, ils vont avoir une liste de recommandations et à réclamer en rançon en échange la libération des otages. Ok, jusque là d'accord. Sauf que c'est pas logique, c'est prévisible, c'est facile, c'est sans fond. Vraiment, il ne se passe rien et le peu qui se passe, on souffle parce que déjà les personnages ils sont bêtes de chez bêtes, vraiment bêtes. Je sais pas comment ils peuvent être aussi bêtes, vraiment ils sont tous antipathiques, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, à part Annabelle qui se démarque un petit peu parce qu'elle a une histoire un peu plus sympa, qui m'a un peu plus intéressée, mais alors les autres là, ils sont chiants au possible, et puis ils pensent qu'à eux, et puis ils réfléchissent pas. Alors ça, vraiment, c'est ils ne réfléchissent pas. Pour illustrer mon propos, vous voyez, en fait, ils pensent pas qu'ils vont se faire avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, en dehors, donc eux, ils sont dans le plaza géant, là, dans l'immeuble. Dehors, il y a la police qui, comme dans NCIS, vous voyez, genre, je vais pas vous faire une prise d'otage, mais je veux dire, vous êtes là, vous êtes preneur d'otage. Vous avez un otage. Vous allez dire, ouais, vous me donnez 1 million, je relâche l'otage. Vous faites l'échange à midi. La police vous donne un sac avec des coupures dedans. À un moment, vous faites en sorte de vérifier que c'est des vrais billets. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ils sont pas débiles, ils vont pas vous donner vraiment 1 million de dollars. Enfin, je veux dire, là, ça paraît logique. Pour eux, non. Genre, ils vont demander un moment... en vrai, c'est pas un spoil parce que je vous donne pas le contexte de pourquoi ils demandent ça. Mais il y en a un, il va demander de revoir une personne. Et il y en a un autre, il va demander un espèce de sérum magique. Enfin, un sérum, voilà. Et quand ils disent, ouais, le sérum compte un otage, il va récupérer le sérum. Et il va pas se dire, peut-être ils m'ont leurré, peut-être ils m'ont juste mis de l'eau dedans. Parce qu'évidemment, c'est un leurre. Donc évidemment, quand il révèle ça, on sait, nous, que c'est un leurre. Et le mec, il réfléchit pas. Il va pas le faire tester, il va pas se dire, ah bah peut-être qu'on se fout de ma gueule. Et pareil, après, donc, on veut lui faire voir une personne. Et il va tiquer sur des trucs en mode, ah, ça, elle le faisait pas comme ça avant. Ou, ah, ça, elle le disait pas comme ça. Et il va juste tiquer. Et quand il va découvrir le poteau rose, il va dire, ah ouais, bah j'aurais dû suivre mon instinct et en parler. Et en fait, ouais, bah ouais, mon gars. Mais évidemment qu'il se fout de ta gueule. Enfin, je veux dire, à un moment donné, enfin, j'ai trouvé ça tellement pas logique, tellement bateau, tellement prévisible. Genre, c'est. Et puis, vous voyez, ça s'enchaîne en mode, il se passe un truc, bam, on règle. Il se passe un truc, bam, on règle. Et puis, il tourne en rond. Dans la prise d'otage, dans le lieu où ils sont, il tourne en rond. Ah, machin va faire un tour, et puis il revient, et puis machin, et puis c'est sans fond. Et leurs échanges, pardon, ils sont sans fond aussi. Ils sont fadasses au possible. Genre vraiment, ce qu'il y a de bien dans ce bouquin, c'est le chapitre 48, le chapitre 50, et pour être gentil, les 15 dernières pages. Ouh, c'était... Là, je vais perdre ma voix, il va falloir que je bois mon verre d'eau. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que je comprends pas comment on peut faire vampirer à Versailles, être aussi bon et tout, et proposer ça après. Donc genre les révélations, du coup, comme tout est prévisible, dès qu'il y a une révélation qui peut être un peu surprenante, on souffle parce qu'on dit oui, bon, on aurait pu être surpris, mais il n'y a rien qui nous surprend. Alors je me rappelle que dans le tome 1 et même le tome 2, à chaque fois qu'il y avait une révélation, j'étais là, mais what? Là, pas du tout. Genre vraiment, là, je souffle. Et alors la fin,
pareil, bon, la fin est prévisible, forcément la prise d'otage se termine, vu que c'est un huis clos, donc les 60 heures sont passées. Donc je me dis, est-ce que le tome 2 peut rattraper mon avis, parce que il va être hors de ce lieu, donc peut-être ça va être un peu plus dynamique et tout. Je lui laisserai une chance, mais je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté en relié, parce que dépenser mon argent pour ça, Monsieur Dixon, pourquoi? Franchement, je suis très déçue, et je suis déçue d'être déçue parce que c'était vraiment pas bon. Genre vraiment 600 pages, mais pour rien quoi. Donc bon, après cette perte de temps, passons à des lectures un petit peu plus sympathiques. C'était pour les boissons sans alcool, donc là c'était un livre offert ou recommandé par quelqu'un, une romance de Tessie et un livre de moins de, j'ai mis combien, 300 pages. Donc j'ai lu le premier tome du Monde des Premiers en tant que livre recommandé par quelqu'un, même si c'est même pas recommandé par quelqu'un, c'est parce que je l'ai vu sur le compte de Aurélie lit des livres, et je me suis dit que elle me le recommandait parce qu'elle est bookstagrammeuse. Voilà. Donc là on est dans un monde un peu apocalyptique, peut-être pas post-apocalyptique, mais un peu dystopique, parce qu'on a quand même des classes, une hiérarchie, enfin vous voyez il y a des couvre-feux, enfin des trucs comme ça. On est dans une structure, un schéma dystopique je dirais. Donc le monde des premiers, donc les premiers sont des grandes familles qui ont des pouvoirs spécifiques à eux, à elles. Et l'académie est une institution qui forme la basse classe, enfin des gens de la basse classe pour à l'avenir être à leur service. Donc être répartis selon différents secteurs, donc le jardinage, l'élevage de griffons, la cuisine, etc. Ok. De là, on suit dans ce bouquin du coup 3 personnages, Victoire, Guilhem et Dimitri, qui suite à leur formation vont être répartis dans les services pour lesquels ils ont été formés auprès de certaines familles. Et il va se passer des choses et ils vont se rendre compte que en fait, les premiers ils sont pas tout lisses, tout blancs et qui cachent peut-être des choses et qu'il y a peut-être des complots internes. Ok, c'était bon, moi j'ai bien aimé. En plus c'est une auteure française donc ça c'est chouette. C'est une biologie donc ça c'est chouette. Après j'ai trouvé que si on avait des bonnes mises en contexte parfois, parce qu'on a entre 2 chapitres on a toujours des pages qui nous rappellent les grades, les pouvoirs à quoi correspond chaque famille, etc. Donc ça c'était très cool pour pas se perdre. Après il y a quand même des fois 2-3 infos qui sont un peu balancées et on sait pas trop pourquoi. Et genre ouais, comme avec les Landborn, genre on donne une info, tu l'assimiles comme le personnage, vous voyez. Donc ça j'ai un peu tiqué. Qu'est-ce qui m'a fait tiquer d'autre? Un peu de choses prévues, mais je pense qu'en tant que lecteur, plus on lit, plus les schémas nous viennent facilement à l'esprit, donc on devine plus facilement, on est moins facilement surpris. La chose qui m'a dérangée, oui voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on nous parle de l'académie, et moi je pensais qu'au moins dans le premier tiers du livre, ou dans le premier quart, selon comment vous parlez, on allait voir nos protagonistes faire leur formation, ou au moins l'achever avant d'être répartis, etc. Surtout que la première page, c'est une page d'article de journal qui nous dit qu'à l'académie, il y a eu un meurtre. Et donc moi, avec cette première page, je me suis dit, ah bah, ils vont être à l'académie, ils vont élucider le meurtre, et ils vont partir dans leur famille, et ça se trouve, ça va se goupiller, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, pas du tout. On les suit direct dans le train pour aller dans leur famille. Donc la partie formation académie, il n'y en a pas. Et le meurtre, ben c'est au second, voire au 3e plan, quoi. Genre, on n'en fait pas du tout mention. Moi, je pensais que les familles, les premiers, allaient chercher ce qui s'est passé, pourquoi, machin. Nous, rapidement, on devine, si on est malin. Enfin, moi, j'ai eu dès le début. Voilà. Ça s'est avéré vrai, dommage. Mais voilà, on fait pas du tout mention de ça. Et on passe un peu du coq à l'âne. Pareil, il y a des moments. J'étais là, bah, on s'arrête pas sur ça, on passe à autre chose, genre... ok. Donc sur ça, ouais, un peu dubitative. J'ai eu aussi des fois un peu la vibe Hunger Games sur certaines choses. On a un peu des trucs, vous savez, des événements qui vont être diffusés et que le peuple peut voir, etc. Donc ça, voilà. Sans être du plagiat, bien sûr. Hein. Les personnages sont sympas. Il y en a un qu'on voit pas trop et pourtant c'est celui que je préférais. Après voilà, j'ai apprécié, mais c'était pas non plus transcendant, mais je lirai quand même le tome 2 parce que je suis curieuse de voir où on aboutit après. Voilà pour ça.
Et enfin, bah non pas enfin, c'est parce que l'autre livre est petit. Pour le livre de moins de 300 pages, j'ai lu le deuxième tome de Lightfall, donc je vais pas m'éparpiller. J'ai adoré, comme le premier. On retrouve Béa qui est toujours accompagnée de Cad, qui est toujours dans la quête de retrouver son grand-père, qui fait toujours face à ses angoisses et son anxiété chronique. Et j'ai trouvé que c'était toujours aussi bien représenté, c'est toujours très dynamique. On a toujours, j'essaie de trouver une planche en même temps. On a toujours des dessins trop mignons. Ce petit personnage là il était trop rigolo. J'espère qu'on le verra plus. Mais voilà, je m'étale pas, mais c'est vraiment une série que je vous conseille. Si jamais vous avez des jeunes dans votre entourage, je dirais que des 11-12 ans ça se lit. Donc voilà, c'est des bonnes représentations et c'est drôle et c'est touchant. Voilà pour ça. Après vous avoir parlé de Legend Born et de Vampiria, il s'avère que j'ai eu un coup de cœur pour un livre totalement inattendu. Genre vraiment, je m'attendais pas à autant aimer. J'ai acheté ce livre, on va pas se mentir, pour la couverture, vous allez le voir, vous allez comprendre. Et sans grandes attentes parce que c'est un livre qui est publié chez Bookmark. C'est mon premier et pour moi Bookmark c'est équivalent à la romance. Voilà, c'est la romance qui prend le pas sur tout, au détriment parfois de l'intrigue. J'avais cet a priori en tête, qui du coup s'est avéré faux pour ce livre. J'ai lu le premier tome d'une couronne d'épines qui est Tuer la reine. Cette couverture est incroyable. Et je l'ai mis en romantasy parce que c'est écrit romance fantasy ici. Donc c'est pour ça que j'étais encore plus en mode oui, la romance, d'accord, elle va être là. Bon, ce que j'espère c'est qu'il n'y ait peut-être pas trop de smut. Donc je commençais avec des appréhensions, mais bon, à voir. Donc on retrouve Evie qui est à la cour et qui fait sa petite vie parce qu'elle fait partie de la famille royale, mais dans l'ordre de succession elle doit être 17 ou 18e, donc elle n'a pas à se préoccuper de tout ça. Sauf qu'un jour où il y a des festivités pour annoncer les fiançailles de sa cousine la princesse héritière Vassilia, on va avoir affaire au carnage du siècle. Parce que Vassilia va avoir fomenté un plan pour assassiner sa mère, la reine. D'ailleurs, petit disclaimer, dans le résumé, c'est dit que lorsque sa cousine Vassilia, la future héritière de la couronne, assassine sa mère et s'empare du trône de force, Evie est prise en chasse, machin. Et moi, j'avais compris que sa mère, c'était la mère d'Evie. Vous voyez ce que je veux dire? Genre que la cousine, elle assassinait du coup la mère d'Evie. Mais en fait, non, elle assassine sa propre mère à elle, donc la tante d'Evie. Bref, du coup, Evie est contrainte de s'enfuir pour ne pas se faire attraper et se faire massacrer par tout le monde. Et elle va se réfugier aux abords de la ville, dans une espèce de petite cité de gladiateurs. Alors, gladiateurs, attention, on n'est pas à l'époque romaine, c'est pas la romantique, on a des combats de gladiateurs, mais plus dans le sens spectacle. Vous voyez, il y a des fois des combats à mort, oui, mais sinon c'est plus du spectacle. Et on a aussi un peu le cirque du soleil, vous voyez, genre il y a des acrobates avec des rubans, des anneaux et tout, donc voilà. Et elle va du coup demander à ce qu'on la forme pour devenir une gladiatrice et qu'elle puisse après s'emparer du trône à son tour parce que elle peut pas laisser sa cousine prendre le pouvoir parce qu'elle, tout ce qu'elle veut, la cousine, c'est la guerre. Donc elle se dit qu'elle pourra pas être pire, donc voilà. Trop Faune Family sur les gladiateurs, là j'ai trop aimé. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Ça s'essouffle pas, j'ai pas vu passer les livres, genre dès que je le refermais je voulais trop y retourner. Il se passe tout le temps quelque chose. Les révélations, alors oui il y en a de prévisibles, d'autres pas du tout. Et celles qui sont prévisibles, elles sont un peu amenées. Donc on sait à quoi s'attendre, on sait qu'on va l'avoir comme révélation. Et du coup c'est bien amené et c'est pas en mode... c'est pas fade, vous voyez. Et Evie est un super personnage, genre j'avais peur qu'elle soit trop nunuche. Pas du tout, elle est déterminée, elle fait des... Bah comme Sophie dans L'Engrange-Temps, elle fait des choix en connaissance de cause. Donc parfois bon, parfois pas forcément bon, mais toujours justifié. Et elle est déterminée, elle est réfléchie. C'est pas une fausse badass, vous voyez, genre elle l'est vraiment. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage, je pense que c'est l'une de mes héroïnes préférées maintenant. Et pareil, devant le Love Interest, elle est pas nunuche, elle perd pas ses moyens. D'ailleurs la romance, on n'a pas de smut dans ce tome là. Alors attention, je mets un warning. Je pourrais recommander du coup ce livre à partir de 14-15 ans si on veut de la fantasy. Mais ça se trouve dans le tome 2, ça part en cacahuète et on a des scènes de pêche à toutes les pages. Donc pour l'instant, voilà. Dans celui-là, il n'y en a pas, je lirai le 2, je dirai ce qu'il en est. Mais pour moi, pour l'instant, ça peut se conseiller en dessous de la majorité. Voilà. Mais j'ai trouvé que la romance, donc du coup pour ce qui en est, ne prend pas du tout le pas. Elle est justement dosée, elle est là.
Et à la fois elle est pas là et elle rentre bien dans le truc. Moi j'ai trouvé que c'était bon de A à Z. Vraiment j'ai adoré. C'est vraiment haletant et j'ai hâte de voir la suite parce que j'ai trop aimé. Vraiment je vous le conseille mais à 200 quoi. Ça là c'est sûr que la meilleure surprise de mon année de lecture 2023 je pense. Vraiment je pense que ça va mettre top 3 lecture parce que là c'était super. Vraiment une fantaisie. Et en plus, alors fantasy et l'univers est complexe sans être complexe. Genre vraiment, j'ai pas trouvé que c'était de la aïe fantasy comme on peut dire. C'est très compréhensible, ça se lit tout seul. J'ai adoré. Ah vraiment, je recommande. Donc voilà, là on passe aux catégories. Alors attends, je me réinstalle, je sais pas m'installer, c'est terrible. Là on passe aux catégories en gros bonus. Vous savez que le menu enfant, etc. Les catégories plaisir, on va dire. Donc pour le menu enfant, j'avais dit que le livre que je présentais, ça se trouve je ne le lirais pas parce que je préférais lire des albums et tout. Je n'ai pas lu des albums. J'ai lu ce que j'avais mis, j'ai lu le tome 2 du Pays des Contes. Comment dire? C'est de la très bonne littérature jeunesse. Moi pour moi, Chris Colfer écrit très bien. C'est un livre littérature jeunesse où on ne prend pas le lecteur pour un idiot. Vous voyez ce que je veux dire? Genre des fois on se dit que dans la jeunesse on a un public qui ne sait pas, qui va pas avoir du mal à se concentrer, qui va pas trop réfléchir, qui va juste vouloir lire rapido un bouquin et voilà. Et je trouve ça nul parce que pour moi un lecteur il doit être pris au même niveau peu importe son âge. Donc je trouve qu'à faire réfléchir un enfant ou un jeune ado c'est important. Et je trouve que ce livre là, cette série là en tout cas reflète bien ça. On prend pas le lecteur pour un idiot, on va avoir des choses un peu sombres mais pas trop, il va se passer plein de choses, on va le faire réfléchir, on va avoir des révélations, des rebondissements, tout n'est pas rose, les personnages sont pas bébêtes. Alors moi j'ai toujours un peu de mal avec les héros qui ont 12-13 ans parce que je me dis à 12-13 ans tu fais pas ça tu vois, mais ça c'est mon grand âge qui parle. Mais j'ai davantage préféré le personnage de Connor, donc qui est l'autre jumeau, le frère d'Alex. Dans ce tome-là que dans le premier, j'avais trouvé un peu pénible dans le premier, mais dans celui-là, j'ai trouvé qu'ils étaient tous les deux vraiment très en symbiose. J'ai beaucoup aimé leur relation fraternelle. Cette intrigue-là, je l'ai davantage préférée parce qu'on retourne du coup dans le Pays des Contes et leur maman s'est fait kidnapper, donc du coup ils vont devoir s'allier avec des personnages des contes. Il faut savoir que moi, les contes, c'est un peu pas ma tasse de thé. Genre vraiment tout ce qui est Disney et tout, je trouve ça chiant impossible. Donc des fois, il y a des références que je peux ne pas voir. Genre on parle de la mer Noire, on parle de Boucle d'Or, on parle de Jack le haricot. Voilà, moi les rêves que j'ai, c'est Cendrillon et puis la Reine des Neiges et puis Petit Chaperon Rouge, ok. Mais alors des fois, il y a des rêves que j'ai pas. Mais je pense que si vous avez un enfant ou même vous, si vous aimez cet univers-là de contes et tout, ça peut vachement vous plaire. Vraiment dans la lignée de la série Once Upon a Time et tout. Là, on est vraiment bon. Je trouve que les réécritures sont très bien. Chaque personnage a son caractère. Le Petit Chaperon Rouge est une vraie peste. Mais bon, voilà. Mais pour moi, c'était super. J'ai bien aimé retrouver cet univers. J'ai pas le 3 sous la main, je me le procurerai un jour. Mais en tout cas, une série jeunesse, 6 tomes, je crois, ça marche à coup sûr. Vous pouvez pas vous louper si vous offrez ça à un jeune 10-11 ans là. C'est sûr, ça va lui plaire. Obligé. Et si ça lui plaît pas, venez me demander réclamation. Enfin bref, pour la catégorie encore fin, buffet à volonté, on se resserre. C'était soit un livre qui rentrait dans l'une des autres catégories, soit une suite de séries. J'ai lu 2 suites de séries. Il faut savoir que je n'ai pas lu Hésitation que j'avais présenté parce que je le réserve pour ce mois-ci parce que je le cale dans le challenge, les Hunger Book Challenge, là organisé sur Bookstar par Littérature Witch, Les Us Compulsives, Éveil des mots et la retourneuse de temps, parce que oui, je fais partie des 48 tribus sélectionnées. Si je gagne pas, je pète mon crâne. Donc c'est pour ça que ce mois-ci vous n'aurez pas de pal parce que je veux pas donner d'indice à l'adversaire. Et du coup j'espère que mon bilan de novembre ce sera en tant que vainqueur des Hunger Books. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que Hésitation je l'ai pas lu parce que je l'ai passé sur le mois suivant. Mais j'ai lu le tome 3 du Dernier Royaume et du coup il peut rentrer aussi dans la catégorie allergène plus de 350 pages. Donc voilà. Je vais pas m'étaler. Coup de cœur pour ce tome là sur les 3 que j'ai lus. Les personnages de Chloé Magnus, j'adore. Ce tome là, je trouve qu'il se passait plein de choses. On avait encore plus de rebondissements. Et à la personne qui m'a dit oui, ça se trouve, il n'y a pas de romance, tu vas te faire avoir et tout, nan. Bisous, bisous là.
Donc j'étais trop contente, j'ai trop hâte de voir comment ça va évoluer, mais là j'ai trop fangirlé, vous avez même fait une story exprès. Ah, j'ai trop hâte. Même si je sais que il y a le dernier tome qui n'est pas traduit, mais peut-être que je me ferai un élan d'inspiration et je le lirai en VO quand ça arrivera. Mais voilà, c'est une série qui me convainc toujours autant pour l'instant, donc je lirai le 4 peut-être ce mois-ci, on verra, mais en tout cas d'ici la fin de l'année, il sera lu et je serai à jour dans ce que j'ai. Ensuite du coup j'ai lu en tant que suite de série officielle cette fois La fille de la reine sirène qui est le tome 2 de La fille du roi pirate, donc c'est une duologie, donc c'est la conclusion et j'ai préféré ce tome au premier, je pense comme beaucoup des avis que j'ai vus, parce que dans le premier on avait ce schéma narratif répétitif où Alonsa se fait capturer volontairement comme prévu et puis elle s'échappe de sa cellule, elle fout le bateau, elle se fait coincer et la nuit suivante rebelote, etc. etc. Et c'était chiant parce qu'il n'y avait que ça. Et là, on est hors de ça, donc il se passe bien plus de choses. Après, je comprends les gens qui disent que, comme dans le premier, la grosse intrigue, entre guillemets, peut paraître... comment Elle peut paraître résolue très vite. Je suis un peu d'accord, ça aurait pu être peut-être un petit peu fait autrement. Mais voilà, moi ça m'a pas dérangé, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'Alosa était moins auto-centrée sur elle-même parce que là on est dans son équipage et son équipage est vraiment un personnage à part entière dans ce tome, donc j'ai trouvé ça très cool. Il y a des rebondissements qui m'ont étonnée, je m'y attendais pas donc ça c'était chouette. Et je trouve que ça conclut bien cette duologie, j'ai passé un très bon moment, je l'ai mieux noté que le premier. La seule chose qui m'a chagrainé c'est que la romance, bof. Raiden, là, ou Raiden, je sais plus, bref, qui dans le premier tome était archi badass, genre à vouloir lui trancher la gorge toutes les 2 minutes si elle retournait pas dans sa cellule, il était grognon. Là il s'est assagi, t'as mangé quoi frère, t'as mangé un chaton? Parce que là il est là à vouloir la protéger, la surprotéger même, et c'est trop chiant, genre laisse-la tranquille, elle est capitaine de son bateau, qu'est-ce que tu veux lui dire? Toi t'es là, t'es capturé. Donc ouais j'ai trouvé ça chiant parce qu'il avait un potentiel et en fait il devient tout gentil et c'était un peu nul. Donc voilà pour ça, mais très bonne duologie de pirates si ça vous intéresse. J'allais vous conseiller autre chose mais j'ai pas d'autres idées en tête là pour le moment. Et donc après option végé ou vegan, donc c'était un livre à la couverture verte ou qui mettait en scène la nature. Moi j'ai pris la couverture verte. Et j'ai lu le premier tome de La Maison des Morts, La Forgeuse d'Os de Niki Popreto chez Lumen. Et il faut savoir que ce livre, de base, j'avais pas l'intention d'acheter. Genre vraiment, je l'ai vu annoncer, le pitch me bottait pas parce que ça c'était pas un sujet qui m'attirait. Et à voir les avis sur Bookstar, j'avoue que j'ai suivi le mouvement parce que tout le monde disait ouais c'est un patch turner, c'est trop bien et tout machin. Donc je me dis let's go. Et très bonne surprise. C'est pas un coup de cœur parce que voilà. Mais très bonne surprise. Vraiment, je me dis des fois, les auteurs, mais où vous avez votre imagination? Genre vraiment, l'imagination des auteurs, c'est un truc qui me fascine. Parce qu'autant, sans me jeter des fleurs, je trouve que j'ai une bonne imagination pour des choses. Quand je lis, c'est vrai que j'arrive toujours à cinématographier tout ce que je lis et à mettre en scène dans ma tête, à visualiser les choses. Et même quand j'écris, je trouve que j'ai parfois des bonnes idées, mais alors... Enfin, il y a des trucs comme ce bouquin, ou même l'Empire du Vampire, où je me dis mais qu'est-ce qui déclenche l'inspiration chez l'auteur? Genre est-ce qu'il marche dans la rue, il tourne la tête, il voit un truc et elle se dit bam, mort-vivant. Genre je lisais ce livre et plus je lisais et quand je la ferme, je me dis mais d'où elle a eu l'idée en fait? D'où t'as une idée de faire ça? Et en plus de le faire aussi bien et dans la fantasy de toute façon quand c'est inventé de A à Z c'est déjà fou. Mais alors sur des sujets genre... des schémas qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est-à-dire pas des princesses en danger ou des royaumes ou la guerre machin. Là c'est totalement, pour moi c'est inédit. Pour moi c'est la première fois que je lis un livre avec ce sujet, c'est très novateur. C'est un world building très complexe, par contre il faut s'accrocher. Hein. Les 100 premières pages, il faut être concentré, pas autre chose autour parce qu'on a beaucoup d'informations mais qui rendent les choses plus claires pour la suite. J'ai bien aimé, franchement j'ai vraiment bien aimé. J'ai été surprise par beaucoup de choses. Les choses qu'on peut deviner, c'est pas dès le début. Enfin, il y a des choses oui, des choses non. J'ai trouvé qu'il y a peut-être quelques petites longueurs par-ci par-là, ce qui fait que c'est pas un coup de cœur. Mais en soi, j'ai bien aimé. Ce que j'ai adoré, le gros point fort de ce bouquin pour moi, c'est les personnages. Vraiment, on a un trio qui pour moi est équivalent.
C'est-à-dire, si vous prenez un bouquin genre Harry Potter, Ron, on s'en bat les steaks dans le trio. Vous prenez Hunger Games, Gale, on s'en bat les steaks dans le trio. Vous voyez ce que je veux dire? On a toujours des préférences dans les trios. Et là, franchement, j'ai pas de préférence plus que ça. Genre, Vren, elle est vraiment déterminée, donc elle veut retrouver sa position, ok. Elle prend sur elle sur des trucs où elle pourrait facilement en faire qu'à sa tête et non. Elle fait des bons choix, elle est réfléchie. Même si elle n'est pas toujours d'accord, elle va faire en sorte de faire ce qui est juste et logique plutôt que de foncer tête bêche dans la gueule du loup. Julian, notre personnage, lui, est un peu plus borné, un peu plus têtu, mais après il y a des éléments qui font qu'on comprend pourquoi. Mais à côté de ça, je l'ai trouvé quand même très altruiste sur des choses. Et le personnage de Léopold, le prince là qui se fait kidnapper, je pensais que ça allait vraiment être un élément secondaire et qu'il allait être exécrable. Pas du tout. Vraiment, il y aurait eu plus de passages avec lui concernés, j'aurais encore plus ça dans ma lecture et j'ai trop hâte dans le tome 2 s'il est plus présent parce que vraiment je pense que si je dois retenir un personnage du trio, c'est celui-là. Genre vraiment, il a l'humour, le sarcasme, le cynisme juste quand il faut. On le voit peu, mais alors quand il est là, il prend tout l'espace. Vraiment trop bien. Et puis sa relation avec Vren, leur amitié, je trouve ça trop cool. Parce que voilà, moi je pense que c'est une amitié. Après, si vous l'avez lu, vous pensez que c'est un triangle amoureux, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je le vois pas comme ça. Et si ça dérive sur ça, je serais un peu déçue parce que je trouve que leur amitié est très bien comme elle est. Donc voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça très juste. Moi, l'imagination, je suis encore bluffée par ce que j'ai lu. Je vous le conseille. Après, accrochez-vous et attention parce que trigger warning, les sujets principaux c'est quand même la mort, les morts vivants, les fantômes. Donc si vous avez des petites appréhensions vis-à-vis de ça, ça n'ira peut-être pas pour vous ou alors ne le lisez pas de nuit. Mais voilà. En tout cas, il y a un peu des scènes de violence, mais on n'a pas de smut, on n'a pas de... Enfin, je pense que 14-15 ans, c'est bon. Voilà pour ça. Et ma dernière lecture, donc quand on parle d'imagination ingénieuse, ce livre en fait partie. J'ai lu le premier tome de Cow and Flame. Alors, avis mitigé. Je rejoins la boucosphère parce qu'on avait des avis soit très bons, soit pas très bons, soit mitigés. Moi, je suis dans le mitigé. Parce qu'il y a des choses très bonnes et il y a des choses qui cassent le truc, qui m'ont fait un peu déchanter. Déjà, le prénom de la meuf, Darling. Enfin, je suis méchante, mais déjà, on te présente une personnage badass et tout, tu l'appelles Darling. C'est chiant. Genre, c'est nul. Enfin, je veux dire, c'est pas... en fait, à mes yeux, ça la rendait pas crédible, en fait. Donc, voilà. Bref, pour recontextualiser, on est sur des grandes maisons. Donc, la maison dragon, maison kraken, maison phénix, maison machin, maison truc. Et la maison dragon a anéanti, il y a quelques années, la maison de Darling. Et donc, elle a été recueillie par la maison kraken. Et un jour, le patriarche, le chef de la maison kraken, se fait kidnapper par la maison dragon. Et donc, à partir de là, Darling n'a qu'une chose en tête, c'est de le retrouver. Jusque-là, ok. Et en fait, quand elle va se retrouver sur pas un champ de bataille, enfin une scène de bagarre, elle fait face à Talon. On va l'appeler Talon parce que Talon, Darling et Talon, moi je peux plus là. C'est Lolita malgré moi le truc. Et Talon, il va bugger devant elle parce que elle ressemble comme deux gouttes d'eau au portrait que son frère dessine depuis qu'il est tout petit, en mode il y a une prophétie, machin, machin, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va la prendre, il va la ramener à son frère et il va dire tiens, c'est ta gonzesse. Donc maintenant, explique ce que ça signifie. Fais un lien. Et donc le prince, qui s'appelle Caspian, là, niveau prénom, on est ok, niveau perso, on est ok. Vraiment topissime. Il est très mystérieux. Il en dit pas trop, on le fait un peu passer pour le fou excentrique et tout. Donc je dirais que l'intrigue et le suspense reposent sur ce personnage. Parce que vraiment jusqu'à la fin, c'est lui qui a les réponses. Et en fait, on a envie qu'il ouvre la bouche. Vas-y, parle, monsieur. Et du coup, j'ai adoré ce personnage. J'ai bien aimé Darling, mais j'ai trouvé que malheureusement, la romance gâche un peu le truc parce que du coup, elle prend le pas parfois sur le côté intrigue politique. Genre, Darling, elle est quand même là pour sauver son père adoptif. Et dès que le talon, là, il est dans les parages, elle oublie un peu, elle est en mode ah oui, il faut que je sauve mon père, mais beau gosse, tu vois. Et déjà ça, la romance c'est plus un slow burn, c'est un speed burn. C'est vraiment comme dans Legendborn, ils se voient 2 jours, ça y est, c'est... Et puis en plus c'est chiant parce que c'est en mode le enemies to lover, il est beau,
Mais c'est mon ennemi, je peux pas penser ça. Mais il est beau quand même. Non, bah, il y a pas de, c'était pas naturel, il n'y avait pas d'alchimie pour moi. Et j'ai trouvé ça dommage, mais j'ai préféré Talon parce que, enfin Talon, parce que lui, il arrive quand même à garder un peu l'objectif, son frère, machin et tout. Donc voilà pour ça. Après, alors, comme l'a dit, je crois que c'est Juliette de Fleur de Sureau, qui a dit que quand elle a lu, elle s'attendait à avoir des créatures, donc tout ce qui est dragon, kraken et tout, par rapport au nom des familles. Et j'avoue que moi aussi, je m'attendais à ça, parce que déjà, bah, sur la jaquette, vous voyez, on a un phénix et un dragon. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment juste le nom des maisons. Et oui, il y a un rapport aux créatures parce que c'est les légendes des débuts, des prémices, enfin des origines. Et du coup, bah, j'ai un peu été déroutée parce que je m'attendais à avoir plein de créatures et tout. Et en fait, non. Donc peut-être qu'il y en aura plus dans le tome 2, je ne sais pas, je me lirai quand même. Mais parce que la fin, voilà, il y a des. Bon, après, voilà, il y a des choses prévisibles. Là, pareil, je dirais que 13-14 ans, ça se lit. Hein. J'ai rien qui m'a perturbée. Mais voilà, mitigé. Bien, mais sans plus. Donc j'espère que le tome 2 relèvera un peu le niveau. Sur ce, je pense qu'on a fini ce bilan lecture interminable. J'espère que je vais réussir à réduire au max la durée de vidéo. Mais c'est pour ça que je vous dis, là, le mois prochain, je vous ferai une vidéo au milieu du mois. Et puis un bilan à la fin du mois où on passera plus vite sur les livres. Je l'aurai déjà présenté, ce sera, je pense, mieux. Même pour vous, peut-être plus agréable à regarder parce que vous n'avez pas toujours une heure à perdre avec moi. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a un autre truc que je voulais dire? Oui, si la luminosité a bougé, je suis désolée parce que c'est la tempête. Le reflet bleu dans mes lunettes comme d'habitude. Ma voix qui part un peu en cacahuète parce que bah, je n'ai pas évité le rhume d'automne, bien sûr. Et puis la prochaine fois, ouais, le cadrage devrait être mieux parce que, peut-être pas la prochaine fois, mais dans le mois je vais acheter un trépied et déjà rien que ça va peut-être vous changer la vie. J'espère que vous avez apprécié ce petit fauteuil, j'espère que je bougeais moins que d'habitude. Mais sur ce, je vous souhaite de passer de belles lectures et de croiser les doigts pour moi que je survive dans l'arène du Hunger Book Challenge. N'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous voulez voir mes petits updates un peu piquants en pleine lecture sur le moment quand j'en ai à faire. Et bah, suivre mon parcours et ce que je lis, et puis voilà, et on rigole ensemble, let's go. Petit dernier mot, un merci à celles et ceux qui ont participé au challenge La Bouchée du Roi, parce que ça a été un plaisir de voir les templates avec vos pales et tout dans vos stories, de découvrir d'ailleurs des livres que j'ai ajoutés dans ma wishlist. Mais voilà, c'était mon premier challenge, j'ai eu un engouement auquel je ne m'attendais pas, donc on verra. Je pense que le restaurant réouvrira ses portes l'année prochaine, peut-être avec des petites améliorations, mais c'est ce que je tenais à dire. Donc voilà, je vous souhaite de belles lectures, salut!